Bonjour, je suis le professeur Ourat aux urgences médico-chirurgicales de Beni-Messous. Nous allons parler aujourd'hui de la fièvre. Selon ce plan, on va parler de l'introduction, on va expliquer la physiologie et la physiopathologie de la fièvre, la stratégie diagnostique à suivre, pour finir avec un message pour vous. Nos objectifs, c'est l'urgence, c'est de diagnostiquer cette fièvre, d'identifier, la planifier, la prise en charge, afin de décrire surtout les éléments de gravité pour connaître les indications de l'hospitalisation et de l'urgence thérapeutique. Comme introduction, nous dirons que la fièvre correspond à l'élévation de la température centrale du corps au-delà des valeurs normales circadiennes, à savoir une fièvre, on parlera de fièvre quand la température est supérieure à 37,5 le matin et supérieure à 38 Celsius le soir, en l'absence bien sûr d'activité physique intense. La fièvre est une réaction normale de l'organisme en réponse à une infection, c'est une réaction de défense. C'est un phénomène physiologique qui survient suite au dérèglement du centre de régulation de la température du corps, qui est l'hypothalamus. Il faut savoir que la fièvre est un symptôme fréquent. Il représente aux environs de 20% des consultants aux urgences. Elle peut être banale ou grave. Les pathologies. On parlera de fièvre, comme on l'a dit, quand la température du matin est supérieure à 38 degrés Celsius et celle du soir supérieure à 38 degrés Celsius. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de fièvre. Il y a la fièvre aiguë, c'est quand le symptôme fièvre dure moins de 7 jours. On parlera de fièvre persistante quand ce symptôme perdure entre 5 à 21 jours et quand elle est supérieure à 21 jours, on parlera de fièvre prolongée ou de fièvre chronique, voire de fièvre au long cours. Des variations physiologiques de la température existent. Elles sont décrites, elles sont liées à l'activité physique, à notre alimentation, à l'âge, au sexe, à l'ovulation chez la femme. Cette température peut être normale aussi lors des toxi-infections graves telles que le choléra et le tétanos, et lors des infections chroniques comme l'ostéite, la sinusite, et même elle peut être basse lors des états de choc septique à l'état grave avec les germes bacilles particulièrement rencontrés lors des infections avec des germes à bacilles gram négatifs. Il faut savoir que la fièvre est un mécanisme de défense. Elle aide l'organisme à lutter contre ces micro-organismes pathogènes par plusieurs phénomènes, par plusieurs voies complémentaires, par stimulation de l'immunité spécifique et non spécifique, et elle favorise aussi la microbiostase par inhibition de la croissance de ces micro-organismes pathogènes. On a dit qu'elles semblent principalement être une réponse hypothalamique stimulée par des substances pyrogènes libérées par les macrophages et ou lors des phénomènes inflammatoires. En général, ce phénomène se déroule suivant 3 phases. Une phase de montée thermique, une phase de plateau thermique et la dernière phase, c'est la défervescence. Sur le plan physiologique, il faut savoir que la thermorégulation est le mécanisme physiologique permettant à l'homme de maintenir sa température constante, c'est-à-dire à température idéale entre 37,5 et 37,5. Et ce, quelle que soit la température extérieure ou la production de chaleur par l'organisme pour faciliter l'ensemble des réactions biochimiques nécessaires à la vie. Les organismes endothermes, c'est-à-dire nous, les mammifères et les oiseaux, nous produisons de l'énergie thermique
pour maintenir une température corporelle grâce à notre métabolisme interne, à l'opposé des ectodermes qui ne produisent pas de chaleur, comme les insectes, les reptiles et les poissons, qui, eux, dépendent de la température extérieure. D'ailleurs, on parle de l'hibernation de ces insectes. De ce fait, la thermorégulation est sous la dépendance du système nerveux central, dont le centre est principalement l'hypothalamus. Cet hypothalamus est stimulé grâce aux thermorécepteurs profonds qui sont situés au niveau des viscères et d'où l'information est transmise par voie sanguine vers l'hypothalamus. Et aussi les thermorécepteurs qui se trouvent au niveau de notre peau superficielle dont l'information est transmise par la voie nerveuse. Cette thermorégulation, elle résulte au fait de l'équilibre entre la thermogenèse, qui est la production de chaleur par notre organisme, et par la thermolyse. La thermolyse, c'est la déperdition, c'est la dissipation de chaleur. La thermogenèse, on peut augmenter notre production de chaleur par des frissons. Quand il y a des frissons, quand nous grelottons, nous produisons de chaleur et nos muscles commencent à trembler et ça donc génère de l'énergie. En plus des muscles, il y a aussi les tissus adipeux et les vaisseaux sanguins de la peau lors de la contraction de la vasoconstriction qui produisent de la chaleur. Par contre, pour la déperdition qu'on appelle la thermolyse, elle se voit quand la température est trop élevée. Ainsi, nous pouvons dissiper la chaleur par la transpiration. L'évaporation de l'eau à la surface du corps a un effet refroidissant et aussi par l'expiration et l'exhalation d'air chaud. Comme ça, on essaye donc de se refroidir. Quand est-ce qu'il y a fièvre? Dès lors qu'il y a un dérèglement de la thermorégulation, la température dans notre organisme va augmenter. On parlera donc d'hyperthermie où elle va décroître, c'est l'hypothermie. La fièvre, par contre, elle se caractérise, contrairement à l'hyperthermie, d'ailleurs on va le voir après, il faudra différencier entre hyperthermie et la fièvre, parce que dans l'hyperthermie, il n'y a pas de déséquilibre du point d'équilibre central. Par contre, dans la fièvre, elle se caractérise par un point d'équilibre modifié, c'est-à-dire que le corps se régule sur un thermostat trop élevé avec une baisse de la thermolyse et une augmentation de la thermogenèse. Cette modification du point d'équilibre est due à la libération de substances pyrogènes endogènes libérées lors de l'infection par les cellules de défense immunitaire. C'est pour cela qu'il faudra différencier la notion d'hyperthermie de la fièvre. L'hyperthermie, elle, peut être provoquée par une augmentation de la thermogenèse, par une température ambiante élevée ou encore par une baisse de la sudation, sans aucune modification au niveau de l'hypothalamus. Quels sont les mécanismes physiopathologiques de la fièvre? On a dit que les pyrogènes exogènes, comme les bactéries, comme les virus, leur interaction avec les cellules du système immunitaire, comme les macrophages, stimule la libération des pyrogènes endogènes, comme l'interleukine 1, la TNF. Ces derniers entraînent un dérèglement du centre de la thermorégulation et une augmentation du thermostat de référence avec une production locale de prostaglandine E2 au niveau du tissu périventriculaire. Donc cette production de prostaglandines, qui sont vasoconstrictrices, vont contribuer dans la suppression des pyrogènes endogènes. Ce dérèglement des centres de thermorégulation va engendrer une modification de l'équilibre des mécanismes dans le sens d'une surproduction de la chaleur au niveau du foie et des muscles et d'une diminution de la déperdition de chaleur au niveau
des tissus périphériques. Quelle est notre stratégie diagnostique face à une fièvre? Un raisonnement médical est nécessaire pour le bon diagnostic devant une fièvre. Il peut se décomposer en étapes successives et intriguées. La réalité de la fièvre est importante, il faut l'affirmer, d'où la nécessité d'un thermomètre. Repérer les situations d'urgence. Quelles sont les indications d'hospitalisation? Rechercher le diagnostic étiologique. Quels examens complémentaires sont-ils nécessaires et quel est le traitement à adapter? Point par point. Premièrement, affirmer la réalité de la fièvre. On ne peut parler de fièvre si on ne mesure pas la température centrale dans l'idéal. Et bien sûr, dans le respect des conditions de prise de la température. Pour mesurer la température centrale, il nous faudra d'abord un thermomètre. D'accord? Prendre la température le matin au réveil, non au lever. Le patient ne doit pas sortir de son lit. Ou bien la prendre l'après-midi ou le soir, mais après 20 minutes de repos en décubitus dorsal. Et surtout, la prendre à distance des repas, c'est-à-dire 20 minutes après un repas, ou bien, si le patient il frissonne, meilleur moment pour faire d'ailleurs prise de température et des immobilités. Sans oublier de prendre en compte les variations physiologiques. Bien sûr, il faut éliminer un effort, un cycle menstruel, une alimentation, un stress ou bien une corticothérapie. La prise à l'aide d'un thermomètre donc, est indispensable. La température centrale est retrouvée en intrarectal, buccal ou auriculaire. Par contre, la température axillaire n'est pas la température centrale. C'est pour ça qu'il faudra rajouter 0,5 Celsius à la température axillaire. Et aussi, il faut savoir si on utilise le thermomètre tympanique, cette température elle est centrale, mais elle peut donner de faux résultats s'il y a obstruction du conduit auditif externe. Donc, méfions-nous du thermomètre tympanique lors des otites, par exemple. En deuxième lieu, il faut repérer les situations d'urgence pour surtout distinguer les patients à hospitaliser des patients à traiter en ambulatoire. Pour cela, il faudra repérer les signes de gravité. Les signes de gravité en fonction des organes, de décompensation des organes. Premièrement, il faudra chercher les signes de sepsis et les signes d'hypoperfusion tissulaire qui peuvent être plus ou moins compensés dans un contexte d'infection. Il faut rechercher les signes neurologiques tels que l'angoisse, l'agitation, la confusion, les troubles du comportement, une prostration, un coma, les signes cardiovasculaires, une hypotension inférieure à 100 mm de mercure et une tachycardie supérieure à 120 battements par minute. Aussi, les signes cutanés pour rechercher les purpurats, les extrémités froides, les cyanoses, la marbrure, les signes respiratoires tels que la polypnée, le tirage intercostal, un balancement thoraco-abdominal, une polypnée, une désaturation caractérisée par une SaO2 inférieure à 90%. Et bien sûr, il faut toujours, et c'est très important, de quantifier la diurèse. Une oligurie inférieure à 0,5 ml par kilo par heure, voire une anurie, donc sont des signes de gravité. Donc, devant ces situations, il faut penser à calculer le score, le Quick-SOFA. C'est quoi le Quick-SOFA? Le Quick-SOFA est un score d'évaluation rapide qui nous permet de repérer en urgence les patients qui ont un mauvais pronostic. Donc, ces patients nécessitent un transfert urgent en unité de soins intensifs. Il est caractérisé par 3 points. Le premier point, c'est la pression artérielle. On a dit, si elle est inférieure à 10,
c'est un critère de gravité. La fréquence respiratoire, quand elle est supérieure à 22, et les troubles neurologiques quantifiés par le score de Glasgow, s'il est inférieur à 15, c'est un critère de gravité. Donc, le Quick SOFA comporte ces 3 points. Et puis, si on retrouve 2 parmi ces 3 points, le patient sceptique est à risque d'évolution péjorative. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un Quick SOFA supérieur à 2? Il y a 4 gestes impératifs. Il faut appeler le réanimateur, il faut monitorer et mesurer la tension artérielle, faire une gaz du sang à la recherche de quoi? De l'augmentation des lactates et pour que le réanimateur réévalue son Quick SOFA complet. Après avoir identifié les facteurs de risque, il faut aussi repérer les terrains à risque, tels que la femme enceinte, tels que les terrains d'immunodépression, le déficit d'immunité humorale, qui peuvent être en rapport avec une hypogammaglobulinémie chez un patient splénectomisé ou un splénisme fonctionnel lors des myélomes, des drépanocytoses. Rechercher un déficit d'immunité cellulaire, VIH, lymphopénie, une neutropénie, un traitement immunosuppresseur, corticothérapie, la chimiothérapie, la biothérapie, et bien sûr, identifier les patients dépendants ou polypathologiques. Aussi, il faut rechercher toujours les comorbidités telles qu'un diabète mal équilibré, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, une insuffisance rénale chronique et une cirrhose. Donc, on a compris que la fièvre a des conséquences graves. Elle a des retentissements neurologiques et aussi une déshydratation. Il faut savoir qu'à chaque degré au-dessus de 37 degrés Celsius, on augmente les pertes hydriques de 400 ml par jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a des décompensations d'une comorbidité sous-jacente, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Chez eux, chaque degré au-dessus de 37 degrés Celsius, leur fréquence cardiaque et leur fréquence respiratoire augmentent. Ainsi, on aura une augmentation du travail cardiaque et une augmentation de la demande en oxygène, ce qui leur fait des efforts. Pour eux, ce sont des épreuves d'effort, donc il y a augmentation du risque de décompensation. Et aussi, la fièvre et les frissons majeurs les besoins en oxygène, d'où l'intérêt d'identifier ces facteurs à comorbidité. Après avoir authentifié la température et identifié les terrains et les signes de gravité, il faut partir à la recherche du diagnostic étiologique. La recherche étiologique nécessite un interrogatoire minutieux et un examen physique minutieux si la porte d'entrée n'est pas évidente, n'est pas visible. L'anamnèse à la recherche d'une notion de voyage récent dans une zone endémique comme la malaria, une notion de comptage, une famille par exemple, un parent ou un voisin tuberculeux, un état vaccinal, une profession d'exposition aux animaux, aux eaux usées, rechercher une baignade en eau douce à la recherche de la leptospirose, l'exposition otique pour les fièvres boutonneuses. Est-ce que le patient n'est pas porteur d'un matériel étranger, une prothèse valvulaire, vasculaire ou voire articulaire, un cathé vasculaire, un contexte post-opératoire, un soin dentaire, une procédure invasive, une mise en place d'une sonde urinaire, d'un matériel étranger, et aussi à la recherche de traitements médicamenteux en cours et de leurs effets sur la fièvre, tels que les AINS, les antibiotiques
et la recherche aussi chez les toxicomanes de prise de risque de prise de médicaments avec risque infectieux comme les toxicomanes. Après l'anamnèse, on va s'attarder sur l'examen physique, toujours dans un objectif de recherche de la porte d'entrée. Il faut rechercher bien sûr l'état général, l'état de la peau, à la recherche de PTJ, des purpura, des lésions, des points de piqûre, comme on a dit tout à l'heure pour les toxicomanes, les zones varicelles, les zonas, les piqûres de tiques, les griffes de chat, tout ça, source de fièvre. Et aussi faire un examen complet, inspecter les autres organes avec un examen. Bien sûr, neurologique à la recherche de méningite, de syndrome méningé, digestif, ophtalmologique, ORL, pulmonaire, cardiaque, abdominal, urinaire, génital, la peau, les aires ganglionnaires, un examen ostéo-articulaire et bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, toujours la recherche de la présence du matériel étranger. Parce que ceux-là, s'ils sont infectés, ils vont peut-être nécessiter leur abandon. Et puis, orienter l'étiologie selon le terrain. Par exemple, un patient porteur de prothèse valvulaire, on va penser à une endocardite. Un patient opéré récemment, on pensera à une infection de la plaie, de l'abcès, voire une péritonite. Un diabétique déséquilibré est souvent exposé aux infections à Staphylococcus aureus. Les sérotiques, beaucoup plus du streptocoque pneumonie, les dialysés, les toxicomanes et le retour des zones endémiques. Souvent, on pense donc à la fièvre jaune ou bien au paludisme. Et maintenant, on arrive à l'étape 4, quel examen complémentaire faire? Est-ce que le bilan, les examens complémentaires sont-ils nécessaires? Plusieurs situations. La situation A, c'est la situation où les examens complémentaires ne sont pas indiqués. Une fièvre isolée, bien tolérée chez un sujet jeune, sans comorbidité, sans foyer bactérien évident, et ne revenant pas d'une zone d'endémie palustre, ne justifie pas d'une antibiothérapie. Une infection bactérienne localisée, évidente cliniquement, non compliquée, accessible à une antibiothérapie probabiliste, ne nécessite pas d'examen. Une otite, telle qu'une otite, une sinusite, une angine, un érysipène. Un tableau viral évident, bénin, bien toléré, ne nécessite pas aussi d'examen complémentaire. Quelles sont les indications des examens complémentaires de première intention? Ils sont indiqués devant une fièvre persistante, plus de 72 heures, sans étiologie évidente. Donc, entre J3 et J5, la probabilité d'une virose simple est moins élevée si le bilan clinique reste négatif. Certains examens complémentaires doivent être donc pratiqués pour orienter le bilan étiologique. Il faut faire une formule, la recherche d'annumération globulaire, un ionogramme sanguin, un bilan rénal, un bilan hépatique, une bandelette urinaire, des hémocultures avant toute antibiothérapie, et au minimum un téléthorax, radiologie pulmonaire de face, debout idéalement, si l'état du patient. Et aussi faire une gaz du sang à la recherche de la lactatémie. Et faire les biomarqueurs infectieux. Les dosages des biomarqueurs comme la CRP et la procalcitonine n'ont aucun intérêt lorsque le diagnostic est évident. Par contre, ils peuvent aider à différencier les étiologies virales des étiologies bactériennes dans certaines situations. Malheureusement, leur spécificité, elle est souvent méconnue. Il y a des examens qui sont guidés par la situation. Par exemple, c'est un patient qui revient d'une zone d'endémie, un frottis goutte épaisse est indispensable.
Par exemple, la fonction lombaire est indispensable si on a retrouvé une fièvre avec un syndrome méningé. L'examen d'imagerie orienté par les points d'appel clinico-biologiques, par exemple, c'est un malade opéré avec un abdomen de bois, on est obligé de faire un scanner et une écho à la recherche donc du foyer. Après avoir recherché l'examen étiologique, il faut maintenant éliminer les diagnostics différentiels qui sont la fièvre dans la maladie thromboembolique, la leucémie aiguë, le cancer viscéral, une maladie du système, une allergie médicamenteuse et la fièvre d'origine métabolique, comme la goutte et l'hyperthyroïdie. Quelle est notre prise en charge thérapeutique? Il y a des principes généraux indispensables à respecter. Il faut savoir que toute fièvre aiguë est une urgence, car elle peut révéler une infection avant tout bactérienne, virale ou parasitaire, pouvant s'aggraver d'une minute à l'autre, voire donc arriver au décès du patient. Et aussi, il faut savoir qu'une normothermie ou une hypothermie avec des signes généraux de sepsis n'élimine pas une infection grave. Et aussi, le pronostic dépend de la rapidité de la mise en route d'un traitement spécifique adapté à l'agent infectieux responsable. Et que tout patient consultant pour fièvre aiguë doit bénéficier d'une surveillance rapprochée dans les premières heures afin de ne pas méconnaître une aggravation et de s'assurer d'une évolution favorable après traitement spécifique. Au terme d'une démarche diagnostique rigoureuse, on peut dégager les situations suivantes. Donc, il y a des patients avec indication de l'hospitalisation en urgence. Ce sont ces patients qui présentent des signes de gravité imposant l'hospitalisation, qui sont donc l'altération de la conscience, une fréquence cardiaque supérieure à 120, une fréquence cardiaque supérieure à 20, et une immunodépression, une déshydratation, voire une oligoanémie. Donc, au minimum, avec un SOPA supérieur à 2. Et bien sûr, en fonction du terrain, une femme enceinte avec fièvre, il faut l'hospitaliser parce qu'il y a deux vies en jeu, la vie du bébé et la vie de la femme. Et bien sûr, les terrains avec comorbidité, par exemple, les patients avec difficulté de la prise orale des antibiotiques ou chez les patients avec absence d'amélioration malgré la réévaluation ou l'adaptation thérapeutique réalisée dans les 48-72 heures. C'est-à-dire c'est des malades chez qui vous avez cru comprendre le mécanisme physiopathologique de la fièvre, et malheureusement, au bout de 72 heures, il revient vous voir avec une fièvre persistante. Donc, il faudra l'hospitaliser. La grande urgence fébrile, c'est une fièvre, donc, comme on l'a dit, qui s'accompagne de signes de gravité. Comme je répète encore, les personnes avec comorbidité âgées sont les plus exposées au risque. Les chocs septiques avec altération des constantes. Quand il y a un retentissement neurologique, trouble de comportement, convulsion, il faut savoir le délire survient quand la température est supérieure à 41 degrés Celsius et que le coma peut être atteint quand la température est supérieure à 42 degrés Celsius. Donc vous voyez que la fièvre, elle peut nous envoyer dans le coma. Une déshydratation, une décompensation de la comorbidité et bien sûr chez le nourrisson. Les étiologies infectieuses, quand il y a un point d'appel infectieux évident, le traitement est adapté selon l'étiologie et la prise en charge selon l'évaluation du risque, la gravité du terrain, selon la voie d'administration et selon la nécessité d'une surveillance. Si le traitement ambulatoire suffit, peut être suffisant si l'infection est simple et évidente, sinon il faut le réévaluer après 48 à 72 heures.
En absence de point d'appel évident, donc là, en absence de point d'appel évident et en absence de signe de gravité. Chez un enfant ou un adulte ou un adolescent avec une fièvre isolée et bien tolérée, le diagnostic de virose est souvent posé avec guérison spontanée. Si doute, il faut réévaluer dans les 48 à 70. Si forme plus symptomatique avec absence d'une étiologie virale évidente, les examens complémentaires de première attention, voire les biomarqueurs, sont indispensables. Si terrain à risque, comme la grossesse, immunosuppresseur, comorbidité, l'hospitalisation pour une surveillance rapprochée. Si neutropénie, il faudra faire des hémocultures, des prélèvements bactériologiques avec bien sûr une antibiothérapie probabiliste. S'il y a présence de signes de gravité, avec un point d'appel infectieux, là, le traitement est évident puisque la porte d'entrée est évidente. Elle peut être pulmonaire, urinaire, abdominale. Mais si le point d'appel n'est pas évident, il faut faire donc les examens de première intention, un scanner, voire un TAP, après stabilisation du patient, des prélèvements bactériologiques et une antibiothérapie probabiliste. Maintenant, il faudra penser aux étiologies non infectieuses. Et il faudra, bien sûr, penser toujours à éliminer l'hyperthermie qui est différente de la fièvre. Et là, on la rencontre, l'hyperthermie, quand on a dit que c'était l'augmentation de la température, mais sans atteindre le point d'équilibre de l'hypothalamus. Ces cas se retrouvent lors d'un coup de chaleur, d'une insolation, un exercice physique intense chez une personne âgée dépendante, polymédiquée en période de canicule. Les causes médicamenteuses, il faut éliminer les syndromes malins des neuroleptiques et ainsi des traitements antiparkinsoniens et aussi éliminer une endocrinopathie telle que la thyrotoxicose et le phéochromocytome. Et aussi, donc, dans un contexte lésionnel, on a dit en chirurgie majeure, s'il y a un hématome volumineux, hémorragie, pancréatite, et éliminer les contextes inflammatoires tels que la poussée du lupus, les syndromes catastrophiques des antiphospholipides et les syndromes de Dress, voire l'érythrodermie. Et sans omettre les contextes néoplasiques, la nécrose tubulaire, le cancer, les hémopathies et les accidents thromboemboliques. Différentes formes de fièvre aiguë. Il y a des situations qui imposent une urgence diagnostique. C'est comme le syndrome méningé, on a dit coma fébrile, les purpura fulminants, les suspicions de paludisme donc, qui urgent un frottis sanguin, le syndrome septique, les lombalgies fébriles pour éliminer une pyélonéphrite nécrosante aiguë, c'est une urgence médico-chirurgicale pour une montée de sang, voire une nécrostomie, les douleurs abdominales fébriles, à la recherche bien sûr d'une urgence chirurgicale, et toujours éliminer une endocardite. Les viroses, les foyers infectieux aigus, ORL, dentaire, bronchopulmonaire, pleural, abdominal, urinaire, génital, neuroméningé. Donc vous voyez que l'examen clinique est important. Maintenant, quelle est l'indication de l'antibiothérapie en urgence? Ce qu'il faut faire, c'est de ne jamais prescrire une antibiothérapie sans diagnostic précis, sauf devant 3 cas. Donc, sepsis grave ou choc septique, une neutropénie inférieure à 500 mg millimètre cube et devant un purpura fulminant. Donc, pour tous les autres immunodépressions et les décompensations de comorbidité, il y a urgence diagnostique et non thérapeutique. Donc, on a bien compris que les seuls cas où nous devons prescrire d'emblée une antibiothérapie sans attendre l'exploration, c'est le sepsis grave, la neutropénie inférieure à 500
par millimètre cube et dans le purpura fulminant. Sinon, les autres, c'est beaucoup plus une urgence diagnostique que thérapeutique. Le traitement symptomatique d'une fièvre aiguë n'est pas systématique car il peut perturber la surveillance de l'évolution et de l'efficacité du traitement. Donc, c'est pour cela qu'il y a des indications des antipyrétiques. Quand est-ce qu'on mettra les antipyrétiques? Ils sont indispensables chez le nourrisson et la personne âgée pour éviter le risque de déshydratation. Les antipyrétiques, si fièvre mal tolérée chez un insuffisant cardiaque, insuffisant respiratoire, un sujet âgé, de manière systématique pour éviter l'effet rebond. On pourra donner du paracétamol à dose de 15 mg par kilo chaque 6 heures chez l'enfant et 1 gramme chaque 6 heures per os chez l'adulte. Bien sûr, le paracétamol, il est contre-indiqué si insuffisance hépatique ou bien hépatite aiguë. L'aspirine et les anti-inflammatoires, ils sont non recommandés parce qu'il y a un syndrome de risque du syndrome de Rey, particulièrement lorsqu'il y a la suspicion de virose, ou bien avec des complications loco-régionales s'il y a foyer bactérien. Ils évitent la diffusion donc des antibactériens au niveau du foyer infectieux. Après la fièvre, il faudra lutter contre la déshydratation, qui est une mesure essentielle. Il faut préconiser des boissons abondantes, variées, sucrées, salées, avec un traitement spécifique d'étiologie. Ce qu'on va retenir, c'est que il faut avoir de l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour conclure, avoir de l'empathie, c'est-à-dire quand on est aux urgences et qu'on reçoit un parent avec un enfant fébrile, il faut croire au dire, que ce soit du patient et du parent, même s'il n'est pas fébrile, même s'il est fébrile, même s'il n'est pas en fièvre importante, même s'il est fébricule à l'arrivée aux urgences. Parce que le premier geste à faire, c'est d'authentifier la fièvre par une mesure de la température centrale. C'est-à-dire, d'où l'intérêt d'un thermomètre est indispensable. La disponibilité d'un thermomètre est indispensable aux urgences. Après, il faudra respecter les conditions de mesure de cette température. Respecter la stratégie diagnostique qu'on a énoncée. Calculer nos quick SOFA pour caractériser, catégorifier les patients à hospitaliser de non hospitalisés. Il faudra garder en tête que l'antibiotique n'est pas automatique, plutôt prendre la température et faire des hémocultures, voire des prélèvements bactériologiques en cas de suspicion d'infection urinaire, puis traiter après, et que le prélèvement bactériologique, fongique, avant toute thérapie probabiliste, sont indispensables, et que seuls 3 cas posent l'indication d'une antibiothérapie probabiliste. C'est le sepsis grave, c'est-à-dire un choc septique, une neutropénie inférieure à 500 et un purpura fulminant. Et je vous remercie.